Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous à la une ce soir. Présidentielle ivoirienne, plus de 7 millions d'électeurs pour partager 4 prétendants au pouvoir. En ce jour de vote, l'opposition ivoirienne a maintenu son boycott ici à Dakar. L'opposition a également tenu une conférence de presse. Ce 31 octobre, c'est également la journée mondiale de l'épargne et le coronavirus n'a pas épargné ce secteur. Vous entendrez dans cette édition des salariés qui ont comme astuce la réduction des dépenses pour pouvoir épargner. Une semaine marquée par la recrudescence de la migration clandestine avec la guerre des chiffres entre l'OIM et l'État du Sénégal, les eaux de l'enfer de Cheikh Thiam du quotidien L'Enquête est l'article de la semaine. Et ce soir, dans la fenêtre consacrée à la présidentielle américaine du 3 novembre, le système de vote américain sera décortiqué par le professeur Souleymane Bachir Diagne. Tout de suite, le développement. Élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui. Nous allons retrouver à Abidjan notre envoyé spécial Babacar Naoufei qui nous fera le point sur le déroulé du scrutin. Babacar, vous m'entendez? Je vous entends parfaitement, Osama. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez nous faire le point sur le déroulé de ce scrutin? Alors, le scrutin vient à peine de prendre fin. Il y a eu, disons, il y a une heure et quelques après la fermeture officielle des 10 000 et quelques bureaux de vote. Les 7,5 millions d'inscrits étaient appelés aujourd'hui aux urnes sur l'ensemble du territoire de toute la Côte d'Ivoire. Mais comme on l'a dit, il y a eu déjà moins de 50% parmi ces inscrits qui avaient déjà retiré leur carte. Et le premier constat qu'on a pu faire, c'est que le taux de participation risque de ne pas être très élevé. On comprend naturellement qu'il y a une part de boycott avec l'appel lancé par deux des candidats que sont Henri Conan Bédié et Pascal Affinguesson qui ont appelé au boycott et à la désobéissance civile. Il y a également une certaine psychose qui a plané au-dessus des principales villes, une psychose liée aux manifestations violentes et sanglantes qu'il y a eu en 2010, qui sont restées encore vivaces dans la mémoire des Ivoiriens. Cela a eu peut-être une certaine incidence sur le comportement des électeurs de façon globale, d'autant plus qu'il y a eu pendant les dernières semaines qui ont suivi l'annonce de la candidature de Alassane Dramane Ouattara pour un troisième mandat. Cela a fait que a régné pendant plusieurs semaines avec des tensions notées ça et là dans certains points chauds du pays, notamment à Yamoussoukro. Dans d'autres zones comme Dimbokro également, on a eu quelques scènes de violence qui ont été notées avant et pendant le scrutin. Cela a eu comme autre incidence également les tensions qui ont été ravivées par les positions assez tranchées par les différentes parties. D'un côté, ceux qui ont appelé au vote, c'est-à-dire les candidats Alassane Dramane Ouattara et Bertin Kouadiou Konan, et puis ceux qui ont appelé à la désobéissance civile et au boycott, que sont les deux candidats Bédié et Affinguesson, mais également les deux candidats recalés, que sont Guillaume Soro et Bagbo, qui sont hors du pays. Aujourd'hui, actuellement, à quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, tout le pays reste suspendu aux résultats qui seront prononcés, au taux de vote qui sera annoncé. Les deux camps ont déjà commencé à bander les muscles. Il y a eu Pascal Affinguesson qui, pour le compte de l'opposition, le camp des boycotteurs, a annoncé qu'il n'y avait pas d'élection aujourd'hui. C'était un semblant d'élection, a-t-il dit, face à la presse. C'était une mascarade. Et puis, pour Guillaume Soro, à partir de ce jour, Alassane Ouattara n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. La réplique est attendue dans quelques minutes venant de la part d'Adama Bictogo, qui est le directeur exécutif du RHDP, la coalition au pouvoir. On l'attend dans quelques minutes. Peut-être qu'il va certainement sortir avec les premières tendances. On verra surtout ce qui est attendu en termes de chiffres, en termes de taux de participation pour avoir une lecture plus précise de la situation.
Merci beaucoup, Babacar Ndaofaye. On va vous garder sûrement en repérage. S'il y a des tendances qui s'annoncent, on reviendra vous voir du côté d'Abidjan. Merci beaucoup, Babacar. Et en ce jour de vote, toujours en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci à Dakar, l'opposition ivoirienne au Sénégal a maintenu son appel au boycott et à la désobéissance civile. À cette occasion, elle a organisé une conférence de presse pour rejeter la validité de ce scrutin. Les opposants disent ne pas reconnaître les résultats qui sortiront de cette élection. Boubacar Dian, Moussa Fall ont pris part à cette rencontre. Voici leur compte-rendu. En chœur, ces militants de l'opposition ivoirienne entonnent l'abidjanaise, l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Leader, UDPCI, FPI, PDCI, toute l'opposition ivoirienne est ici représentée pour manifester le boycott et la désobéissance civile face au scrutin du 31 octobre. C'est l'opposition basée à Dakar qui s'est réunie aujourd'hui pour protester contre le troisième mandat anticonstitutionnel de M. Ouattara à Abidjan. Voilà. Aujourd'hui, toutes les entités politiques sont aujourd'hui représentées, mon PDCI, mes confrères du FPI, des leaders de l'UDPCI. Donc nous avons apporté un boycott, nous n'avons pas voté. C'est aujourd'hui le jour du vote. Nous, aujourd'hui, on a préféré se réunir ici. Pour ces opposants au régime de Ouattara, il y a un simulacre d'élection. C'est une façon de signifier pour nous que nous ne sommes pas d'accord avec la façon d'organiser le processus électoral. Le processus électoral, qui dit processus, il y a des étapes. Donc il y a un minimum qu'il faut mettre en place pour que les élections soient crédibles. Donc n'estimant pas que ces élections vont être crédibles, nous ne nous présentons pas. C'est comme si vous allez à un match où tout est déjà, vous connaissez le résultat de votre défaite avant même le match. Même si elle a boycotté l'élection, l'opposition n'est pas prête à accepter les résultats. Et que M. Ouattara ne sera pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, son mandat se termine à minuit. Effectivement, il va en roue libre, il va dire qu'il est le président, mais nous ne reconnaîtrons pas ses résultats. Voilà, l'ONU, après, il y aura un comité, une transition qui organisera des élections transparentes, crédibles et inclusives, où tous les Ivoiriens pourront participer avec une CEI qui est vraiment indépendante. Plus de 7 millions d'électeurs répartis entre plus de 22 000 bureaux de vote sont appelés aux urnes. En attendant le verdict des urnes, ces Ivoiriens établis au Sénégal chantent et dansent au rythme des sonorités ivoiriennes. Le fait marquant de cette présidentielle ivoirienne, l'opposition qui a fait bloc pour se dresser contre Ado. Tous les partis de l'opposition se sont réunis, historique et plein d'enseignements selon le représentant diplomatique du Front populaire ivoirien. Écoutons Raphaël Zier du FPI. Mais si nous avons fait ça, nous ne sommes pas quand même des enfants en politique. Je veux dire, nos partis ne sont pas... Le PDCI, c'est le premier parti politique en Côte d'Ivoire. Et les deux grands ténors de la politique ivoirienne, le PDCI et le FPI, ne peuvent pas se mettre là comme ça. Et aujourd'hui, l'opposition est unie, c'est toute l'opposition. Un des intervenants l'a dit, c'est historique en Afrique. Et ce que je ne vais pas dire même dans le monde. Que toute l'opposition puisse se mettre d'accord. Ça, c'est du jamais vu. On va chercher après, c'est parce que notre bien commun, la Côte d'Ivoire, quelqu'un veut brader ça. C'est tout. Si vous avez quelque chose dans la bouche, qu'on vous tire ça, mais vous allez utiliser vos 32 dents pour serrer encore plus fort, pour qu'on ne vous retire pas le pain de la bouche. C'est pour ça qu'ils se sont unis. Sinon, les partis, normalement, chaque parti, un parti politique, son but, c'est de chercher à prendre le pouvoir. Donc, on ne peut pas dire on est 10, on va se mettre d'accord, mais des 10 qui va prendre. Mais s'ils se mettent d'accord, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et ce 31 octobre, c'est également la journée mondiale de l'épargne. La Covid-19 n'a pas laissé indemne ce secteur. Les salariés rencontrent des difficultés à épargner en ce moment. L'astuce pour certains est d'amoindrir les dépenses afin de pouvoir épargner. Reportage Aminataba. Avec la pandémie de Covid-19, certains salariés ont des difficultés pour épargner.
Oui, avant l'arrivée de la pandémie de la Covid-19, j'avais commencé à épargner. C'était presque impossible, si je peux m'exprimer ainsi, c'était presque impossible parce que, vous voyez, dans une famille, des fois, il y a un salarié ou bien deux, et on a presque 20 têtes derrière toi. Tu seras obligé de prendre tout en charge, quoi. Par contre, cette dame, elle diminue ses dépenses pour pouvoir épargner. La pandémie, c'est une maladie comme toute autre maladie qui est là. Si la pandémie nous fait laisser nos vieilles habitudes, le jour où elle va partir, nous allons avoir des soucis. On le vivait comme on le faisait avant. C'est juste une question d'organisation. Multiplier son salaire par 3. Malgré la pandémie, tous les matins que Dieu fait, nous dépensons de l'argent. Pour moi, la pandémie ne doit pas être un facteur bloquant pour pouvoir épargner. Selon ces salariés, le fait d'épargner leur permettra de régler certains problèmes et d'assurer leur futur. Les avantages sont beaucoup, oui, parce que la vie demande beaucoup d'argent, ouais. De préparer les enfants, ta santé, la santé des gosses aussi, ouais. La santé de papa et de maman, ainsi de suite. Ouais. C'est par épargne tout simplement qu'on peut assurer. Mais une assurance pour la retraite parce que si on travaille pendant une carrière donnée sans épargner, tu risques de vivre une retraite vraiment qui n'est pas méritée, quoi. C'est-à-dire très difficile. Épargner, c'est sécuriser son argent, mais aussi assurer sa retraite, ainsi que l'avenir de ses enfants. L'Association des clients et sociétaires des institutions financières appelle les Sénégalais à l'épargne pour sécuriser leur argent et préparer l'avenir. Par ailleurs, l'épargne permettrait aux institutions de financer les projets des jeunes. Écoutons Famara Ibrahim Sissé au micro de Aminata Ba. Les Sénégalais, dans leur culture, n'épargnent pas dans les institutions financières. Alors que nous sommes dans un contexte de mondialisation. Nous sommes dans une époque de modernité où le cash de plus en plus va disparaître et que les Sénégalais doivent être à niveau, ne doivent pas être en reste par rapport à l'évolution du monde. Les Sénégalais n'épargnent pas en réalité, alors qu'il faudrait qu'ils épargnent. C'est important d'épargner parce que tout simplement cela va permettre à nos institutions financières d'avoir suffisamment de liquidités pour financer les projets des jeunes, de maîtriser la manne financière. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons organisé avec nos partenaires. Il est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés et nous avons reçu beaucoup de réclamations concernant les épargnants. La Banque centrale a été claire par rapport à l'épargne. Quand vous épargnez, cette épargne doit être rémunérée. L'enclavement et l'accès difficile aux soins sanitaires, ce sont les calvaires que vivent les populations de Touba, Bahoura et de Gouimbam. Les jeunes de la localité souhaitent l'électrification de ce village, non loin de la capitale du mouridisme. Reportage Gorandaklo et Tchernofaï. Gouimbam, village situé à quelques encablures de la ville sainte de Touba. Ici, l'enclavement et l'absence d'infrastructures de base restent les principales difficultés que rencontre la population de cette localité, d'où l'invite des jeunes de Gouimbam, Touba Bakoura aux autorités administratives et religieuses. Village de Touba Bakoura, ñun Gouimbam gi ci lañ bokk. Digënté Touba Bakoura ak Gouimbam 2 km la. 2 km mom mo té courant bi yegg fi. Touba Bakoura fait partie de Gouimbam et il n'y a que 2 kilomètres qui nous séparent. La population peine à avoir de l'électricité, raison pour laquelle nous demandons aux autorités administratives, mais aussi les bonnes volontés, de venir en aide. Le village de Gouimbam, le forage marche et il est alimenté par le gasoil. Ça aussi reste un problème. Moom mooy jox fii ville tund wi lu ci ëpp dëkk yi ci ëpp ci forage boobu la ñuy naan forage boobu mi ngi Gouimbam gi te wax dëgg yàlla ci groupe lay dox ay gasoil yu ci lay dox. À cela s'ajoute l'accès difficile aux soins primaires de santé. forage ñu ne yàgg dañ ko def ba léegi instant bi moom daanaka xel li
L'eau coule rarement ici, mais aussi nous n'avons pas de poste de santé et souvent nous avons des patients qui ne peuvent pas aller jusqu'à Touba. Les femmes rencontrent d'énormes difficultés à l'accouchement. À Touba Guimbama, l'agriculture semble aussi être l'activité principale de la population. C'est ainsi que ce père de famille sollicite l'augmentation des semences allouées aux agriculteurs de ce village. Chaque année, le gouvernement nous donne des semences, mais nous voulons qu'il augmente le taux, car nous avons plus de 300 parcelles à cultiver. Nous sommes des paysans et l'agriculture reste notre gagne-pain. Guimbam a une forte démographie. Il n'est plus un petit village. 100 quelques carrés, 300 quelques, la population, waaye carré yi nga xam ne dañoo bindu di fay lemp rek dem na ci 300 yu tegal lu bari 400 yu mooy tuuti. Guimbama, Touba Bakura, une localité qui manque de tout, malgré l'engagement des jeunes du village qui réunissent leurs forces pour répondre aux besoins de la population démunie. Gorandaklo, pendant ce temps, des habitants du quartier Sanch éprouvent d'énormes difficultés à trouver le liquide précieux. Comme si cela ne suffisait pas, le quartier est plongé dans l'obscurité, faute d'éclairage public. Muntagakan. Au quartier Sanch, beaucoup de familles qui peinent à honorer les charges liées au raccordement en eau vivent un véritable calvaire pour trouver de l'eau. Notre problème, c'est l'accès à l'eau. Nous avons même fait des cotisations pour avoir des branchements, des raccordements en eau il y a 2 à 3 ans. Mais ça n'a pas marché. On est obligé de puiser de l'eau depuis de notre voisin. Nous prenons beaucoup du fait de la recherche du liquide précieux. Nous achetons le bidon de 10 litres à 500 francs. C'est avec les bidons qu'on a construit notre maison. Nous sommes très fatigués par la quête de l'eau. On a déposé tellement de demandes qu'on est découragé. On m'a demandé de verser 200 000 francs. Depuis lors, je n'ai pas pu bouger. Les temps sont durs. On n'a pas les moyens. Il faut se lever très tôt pour pouvoir débourser 200 000 francs. Partout dans les rues, il y a des poteaux électriques, mais ils ne fonctionnent pas, ce qui met le quartier dans la pénombre totale. Il fait très sombre ici. Cette lampe-là était la seule qui marchait. Si on la répare, elle s'éteint 2 jours après. Et ce n'est pas sûr. On n'est pas très rassuré. Il n'y avait que cette lampadaire qui marchait. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Il n'y a pas de sécurité ici. Quelqu'un peut se cacher et attendre qu'on sorte pour rentrer chez nous ou bien pour nous faire du mal. Parce qu'il fait très sombre. S'il faut se féliciter de l'installation de plusieurs poteaux solaires dans certaines artères de la ville, il faut également noter que les quartiers périphériques ne sont pas bien fournis à lumière publique. Parlons de la migration clandestine. La responsabilité de l'État est pointée face à la recrudescence de ce phénomène. Certains citoyens préconisent des mesures pour sécuriser davantage les côtes sénégalaises et le suivi des programmes pour la création d'emplois des jeunes. Reportage Aminataba. La recrudescence de l'immigration irrégulière inquiète plus d'un. D'aucuns estiment que l'État devrait faire davantage d'efforts. L'État devrait prendre des mesures bien avant le phénomène de l'immigration irrégulière. Maintenant, il est trop tard. Franchement, l'efficacité de l'État, ça reste à revoir. Mais l'autre, dañ ko waroon def avant. Si le gouvernement avait pris ses responsabilités, la situation n'arriverait pas à ce stade. Il n'assume pas. Nos frères et sœurs sont en train de mourir et ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Aux yeux de Pape, l'État du Sénégal doit renforcer la sécurité sur les côtes sénégalaises. Un dispositif sécuritaire doit être mis en place au niveau des plages, surtout au niveau des points de départ. Il faut y mettre des hommes de tenue qui seront là-bas matin et soir. Selon moi, ça pourrait régler le problème. Ce quarantaine invite l'État du Sénégal à assurer le suivi de ces politiques mises en place pour l'emploi des jeunes. À l'entraîneur donc de les prendre en charge, que ça soit du concret, et non pas comme on a l'habitude toujours des politiques donc politiciens, on en parle et après il n'y a rien, ils ne font rien. Donc la solution est là, donc l'ADER est là pour soutenir donc les jeunes et les femmes
Donc s'il y a maintenant des jeunes qui sont dans des situations donc, de désespoir, je crois qu'ils n'ont qu'à donc, prendre toutes les mesures nécessaires pour vraiment donc, aider ces jeunes-là. Le président Macky Sall a sorti un communiqué pour donner des instructions. C'est pour aider les rescapés, les familles éplorées et financer les jeunes. Coronavirus à présent, ce 31 octobre, 11 cas sont revenus positifs sur un total de 954 tests réalisés. Un décès a été enregistré. 106 patients sont admis en service de réanimation et 121 autres hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. À 3 jours de la présidentielle américaine, la plupart des sondages donnent Joe Biden gagnant face à Donald Trump, mais plusieurs incertitudes pèsent sur le scrutin du 3 novembre, d'autant plus que le système de vote américain est très complexe. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous expliquer ce système avec le philosophe Souleymane Bachir Diagne, professeur à Columbia. Ce qu'il faut se rappeler avant tout, c'est que, comme leur nom l'indique, les États-Unis sont une fédération d'États dont chacun définit de manière autonome son système électoral. L'élection présidentielle, en un mot, est organisée par chaque État américain selon ses règles propres. Alors, on voit donc que si officiellement, comment cela se traduit, cette autonomie des États. On sait qu'officiellement, l'élection présidentielle aux États-Unis se passe le premier mardi du mois de novembre. Il y a donc un jour de l'élection présidentielle, mais dans une majorité d'États, on a déjà commencé à voter. Et la raison de cet état de choses, c'est que chacun des États, l'État de New York, l'État de Californie, l'État de Floride, peut décider que le cycle électoral va commencer un peu plus tôt, qu'on peut voter, et on vote déjà ici à New York. Les bureaux de vote sont donc ouverts dans une majorité d'États à une date qui est décidée par chacun d'eux. Vous pouvez également voter en remplissant votre bulletin et en l'envoyant par la poste, à la condition que la date indiquée par la poste soit une date avant la fermeture du scrutin le 3 novembre. Vous pouvez également mettre votre bulletin de vote dans une boîte qui a été prévue pour cela. Alors, le résultat de cet état de choses, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez déjà, à la date du 30 octobre, hier, 85 millions d'électeurs avaient déjà voté, soit par la poste, soit par anticipation en allant voter tôt, en allant faire la queue et en mettant leur bulletin dans l'urne. Enfin, c'est une image, mais les machines que l'on utilise ne consistent pas véritablement à mettre un bulletin dans l'urne. Ça veut dire donc que nous avons déjà près de 2/3 des voix qui s'étaient exprimées pour les élections de 2016 qui sont déjà en boîte. Un autre point important, c'est que le vote populaire est une chose, le vote qui assure la victoire d'un des candidats est autre chose. Autrement dit, le vote populaire, ça consiste tout simplement à compter le nombre de voix et à décider qui a une majorité de voix. Mais avoir la majorité du vote populaire ne signifie pas nécessairement que vous êtes le candidat qui sera élu. Il faut se rappeler qu'en 2016, par exemple, Hillary Clinton avait battu celui qui allait devenir le président Trump de près de 3 millions de voix. C'était énorme. Et pourtant, Hillary Clinton n'a pas été élue. De la même manière, pour sa première élection, le président Bush avait perdu
le vote populaire devant son challenger qui était Al Gore à cette époque, et ça n'a pas empêché le président Bush d'être élu. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que cela peut se passer ainsi? C'est qu'il faut gagner les États. Il faut gagner le vote populaire, évidemment, mais il faut surtout gagner les États. Chaque État a un nombre de grands électeurs, ce que l'on appelle les grands électeurs, et ce nombre est en proportion de la population de cet État. Donc, quand vous gagnez dans un État, vous remportez les grands électeurs de cet État. Et il faut arriver à 270 grands électeurs. Voilà ce qu'il faut. Et les États, j'ai dit tout à l'heure que le nombre de grands électeurs pour chaque État était déterminé en proportion de la population de cet État. Pour vous donner des exemples, si vous gagnez l'État de Californie, si vous avez une majorité de voix pour l'État de Californie, vous remportez 55 voix de grands électeurs. Si vous gagnez le Texas, qui est le deuxième État en termes de population, vous en avez 38. Si vous gagnez la Floride, vous en avez 29. L'État où je suis de New York est également, si vous remportez cet État, vous avez également 29 grands électeurs. Et donc, il faut arriver, le premier qui arrive à 270 grands électeurs, à gagner l'élection présidentielle. Dans ce système-là, on sait que certains États sont plutôt démocrates et certains États sont plutôt républicains. Et il y a une troisième catégorie d'États qui peuvent basculer dans un camp comme dans un autre. L'État de New York, il est clair qu'il va être emporté par le candidat Joe Biden. Et il est clair également qu'un État comme celui de Caroline du Sud va probablement être remporté par Donald Trump. Cela veut dire donc qu'on part déjà du principe qu'au départ, avant même que l'on vote, en quelque sorte, Biden a un certain nombre de voix déjà, le président Trump a un certain nombre de voix déjà, et il s'agit maintenant de se battre pour les États qui peuvent basculer dans un camp comme dans un autre. Et ce sont ces États-là, d'ailleurs, qui font l'objet en ce moment des deux campagnes présidentielles, la campagne de Joe Biden et la campagne de Donald Trump. La recrudescence de l'immigration clandestine a marqué l'actualité cette semaine. Plusieurs morts déjà. Le chiffre exact fait polémique entre l'OIM et l'État du Sénégal. Dans une de ses parutions, le quotidien L'Enquête barre à une les eaux de l'enfer. Plus de détails avec notre confrère Chertiam. El Hadj Malick Cissé et Augustin Mandan l'ont rencontré pour l'article de la semaine. L'immigration clandestine prend des proportions inquiétantes au Sénégal, mais le choix de cette période est loin d'être fortuit. Le phénomène de l'immigration irrégulière n'a jamais cessé. Le constat est que, ou bien les témoignages que nous avons requis, mais aussi du fait que nous avons eu à travailler dans le secteur pendant plusieurs années, on montre qu'à chaque fois qu'il y a une grande manifestation religieuse, il y a des départs. Ils choisissent chaque fois le bon moment pour partir. On parle de Magal de Touba, de Gamou, de Tabaski, de Corée, chaque fois. Sauf que chaque fois qu'on intercepte plus de 2 ou de 3 bateaux de pirogues, les gens en parlent, mais ils n'ont jamais cessé. Concernant les causes, moi je pense qu'il faudra discuter avec ces jeunes-là pour comprendre combien ils ont décidé pour partir. Vous savez, le niveau de désespoir arrivé à un moment où ils sont prêts à mourir.
parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils sont dans ce pays, ils ne gagnent rien, ils voient des choses qu'ils peuvent régler au quotidien et qui ne sont pas dans les possibilités de le faire. Tout ceci leur pousse vraiment à aller vers des lendemains incertains. Une jeunesse qui n'a plus d'espoir, a fait savoir mon confrère qui indexe aussi les parents. Le journaliste du quotidien Enquête va plus loin. Pour lui, l'État et les parents sont au banc des accusés. Et puis on a constaté aussi que ceux qui les convergent, ils sont issus de deux catégories de personnes. Soit c'est d'anciens immigrants, d'anciens immigrés, ou bien des pêcheurs. D'anciens immigrés souvent qui ont eu à prendre le bateau, la pirogue en partant, c'est des gens qui ont eu l'expérience et puis qui ont eu aussi la chance de partir. Ou bien d'autres, c'est des pêcheurs qui disent des gens qui connaissent maintenant la mer. Maintenant, l'autre facteur, c'est que sur 100 personnes qui partent, il y a un petit nombre qui réussissent et puis ce petit nombre-là, ils envoient des messages, ils envoient des vidéos à ceux qui sont ici pour leur dire que vous avez peur, vous n'avez pas le courage de partir, alors que nous sommes là, nous partons, on a réussi. Alors que ça, c'est juste un mirage. Il y a une faible minorité qui parviennent à arriver parce que tout le monde, les gens qui partent, je ne parle même pas d'échec ou bien je ne parle même pas du fait qu'ils retournent au bercail, mais le constat est qu'ils ont même des traumatismes, ils voient tellement de choses. En mer, vous savez, comme on le dit, il y a beaucoup de choses qui tournent. Je pense qu'en 2 mots, je vais expliquer les causes par 2 mots. Ils n'ont plus d'espoir. La deuxième chose, c'est l'influence des pères. La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées est à pied d'œuvre. Cette entité de la direction de la police de l'air et des frontières ne chôme pas. Les consignes sont claires. Il faut faire face et traquer. Toutefois, l'approche sécuritaire a véritablement montré ses limites. Vous savez, quand on parle de sécurité, la première chose à penser, c'est le renseignement. Je pense que nous avons des forces de défense et de sécurité qui sont assez bien outillées. Maintenant, s'il y a des failles, si les gens parviennent à partir sans qu'au moins eux, ils anticipent pour savoir que dans tel endroit, X pirogue ou bien Y pirogue va partir, je pense que la principale faille de nos forces sécuritaires, c'est le renseignement. Il y a un cas patent qui est là, c'est avant-hier. Il y a une pirogue qui n'a pas pu embarquer parce que tout simplement la division nationale de lutte contre la traite des personnes et assimilées, et disciplines assimilées, qui est une entité de la DEPAF, qui est la direction des polices de l'air et des frontières, est parvenue quand même à dégonfler la balle d'une pirogue qui devait partir à son bord avec plus d'une centaine de personnes. Et puis le convoyeur a été arrêté. Et puis c'est juste qu'un ancien candidat à l'immigration qui avait, disons, 2 à 3 personnes qui l'aidaient. Il y a autre chose aussi qui est là. On a constaté aussi, généralement, on ne prend jamais le cerveau. Tout le temps, le gars qui gère l'argent, généralement, les forces de défense et de sécurité peinent à mettre la main sur lui. C'est souvent le second couteau qu'on met. Donc, c'est pour dire que c'est un système qui est très bien huilé. C'est un système qui, les gens qui le dirigent sont des gens qui maîtrisent le secteur. Les pistes de solutions ne manquent pas face à cette situation inquiétante et dramatique. Le constat est que les gens qui partent dans les pirogues-là, c'est des gens qui sont souvent dans le secteur primaire. Il faudra essayer de les encadrer. C'est des gens qui ont besoin d'aide. C'est des gens qui ont besoin d'orientation. Vous savez, il y a des gens, ils pensent que l'État ne travaille que pour les gens qui sont instruits. Il faudra essayer de décomplexer cela. Les gens qui sont là, il faut les faire comprendre que l'Europe n'est plus ce qu'il était. L'Europe n'est juste qu'un mirage. Il faut leur faire comprendre que les 500 000 que vous mettez entre les mains de X, qui ne vous donnent pas une garantie d'arriver en Italie ou bien en Espagne, autant pour moi, vous avez la possibilité de fructifier cette somme-là. Il faudra que l'État essaie d'être très proche à la population. Il faudra parce que l'État, dans ce pays-là, les gens ont fait des études sur tout. Les conclusions sont partout, ils dorment dans les tiroirs. Moi, je pense qu'il y a une solution, parce que généralement, c'est des gens qui s'activent dans le secteur du commerce, secteur de l'agriculture, de la pêche. Maintenant, il faudrait essayer de voir des gens là, de les encadrer, essayer de comment faire pour leur donner des financements, quitte à leur dire qu'une personne qui a 500 000, qui a envie de voyager, il n'a qu'à venir, on va lui faire une petite rallonge d'une somme d'1 million et puis essayer de leur faire ça sur des paiements qui ne vont pas demander beaucoup d'intérêt. Le phénomène de l'immigration clandestine prend de l'ampleur, une préoccupation majeure pour le Sénégal qui fait partie des principaux pourvoyeurs de migrants vers l'Europe et le reste du monde.
Merci de choisir ITV pour vous informer. À suivre ce soir un plateau spécial. On va passer plutôt au portrait du jour avant de passer l'antenne à, bien sûr, Hassan Gueye. Le portrait du jour s'intéresse à un jeune étudiant en histoire passionné de cette discipline. Ce jeune a comme modèle Cheikh Anta Diop et le professeur Iba Der Thiam. Néanmoins, il rencontre des difficultés dans ses travaux de recherche. Abdourahmane Ly nous parle de lui. Entre Ousseynou Gueye et l'histoire, c'est une très longue histoire, serait-on tenté de dire. Inspiré par des géants comme Cheikh Anta Diop ou encore Iba Der Thiam, très jeune, il a voulu leur ressembler. Depuis tout petit, j'ai commencé à découvrir les écrits d'un éminent historien, à savoir Cheikh Anta Diop. Voilà, c'est ce qui m'a séduit le plus et que, à un certain moment, j'avais en quelque sorte l'idée de vouloir faire histoire comme option une fois à l'université. Mais aussi, je suivais souvent les discussions d'éminents historiens comme aussi Iba Der Thiam. Depuis tout petit, depuis que j'étais au lycée et tout ça là, c'est ce qui m'a un tout petit peu poussé à aimer la discipline histoire. Ces mots de Hérodote, par ailleurs surnommé le père de l'histoire, ont eu des effets sur le jeune étudiant en Master 2 au département d'histoire. Qui disait que Historia est magistra vitae, c'est-à-dire histoire est maîtresse de la vie. Donc l'histoire nous a permis de connaître beaucoup de choses. D'abord, notre identité en tant qu'Africains, et également ce qui s'est passé dans le monde à travers les époques. Donc en étant donc un historien, on essaie de s'intéresser sur tout cela en fait. Donc raison pour laquelle aujourd'hui je suis fier d'être au département d'histoire, je suis fier d'être un historien. Voilà, je suis fier de représenter donc les historiens. Dans cette discipline, voilà, on peut découvrir le monde. Une façon par ailleurs pour lui d'expliciter l'avantage de se concentrer sur cette discipline. Histoire, discipline qui entraîne parfois une autre histoire, l'accès à la recherche. Les solutions, c'est de donner l'accès libre et gratuit à la documentation, aux documents. C'est favoriser le développement de la production. Les diviser en quelque sorte les productions des étudiants, des chercheurs, voilà. Faire en sorte que voilà, les bibliothèques soient de plus en plus numérisées. Parce que nous sommes dans un monde numérique où actuellement tout se fait voilà, en un clic. Et l'accès à l'emploi. Les historiens ont-ils un problème pour se trouver un travail? À cette question, Ousseynou Gueye expose son optimisme. On a la possibilité de faire des concours, ou bien de travailler dans les ONG. Et tout cela, surtout moi qui fais l'histoire des relations internationales et stratégie IRIS, bon, sorte une histoire diplomatique. Donc, bon, après, on pourra travailler dans bien des entreprises, dans bien des organisations non gouvernementales. Voilà, donc ça aussi, c'est une possibilité. Il n'y a pas de possibilité qui manque en fait. À ses côtés, des parents qui le soutiennent dans l'atteinte de son objectif, devenir un historien de renom. Et cette fois-ci, je peux vous dire au revoir et à demain. Mais suivez tout à l'heure Hassan Gueye avec son plateau spécial dédié à la présidentielle ivoirienne. Soyez donc au cœur des premières tendances de cette élection. Bonne soirée sur ITV.